Bonjour à tous, on va parler de gestion du capital sanguin en obstétrique. Hop, ça avance tout seul. Donc j'ai quelques liens d'intérêt. Donc je préfère le terme de gestion du capital sanguin au patient blood management, mais dans tous les cas de figure, ça correspond à la même chose que rappellent les recommandations de la HAS 2022. La gestion du capital sanguin, c'est vraiment toutes les stratégies, l'ensemble des stratégies pour prévenir et traiter l'anémie, limiter donc le saignement et tout ça en évitant le recours au plus possible aux transfusions. Alors déjà, et en introduction également, petit rappel sur la définition de l'anémie en péripartum. Effectivement, la femme enceinte, il y a un processus d'hémodynamisation physiologique pendant la grossesse, et donc le seuil pour définir l'anémie chez la femme enceinte, c'est 11 grammes par décilitre jusqu'à 8 semaines postpartum. Et ensuite, donc, elle retrouve un seuil commun chez les femmes qui sont 12 grammes par litre. Je rappelle que chez l'homme, c'est 13 grammes par décilitre. Alors, quels sont les enjeux spécifiques de l'optimisation de la gestion du capital sanguin en obstétrique? Il y a 3 enjeux spécifiques. D'abord, limiter les complications maternelles et néonatales liées à l'anémie du péripartum, je vais revenir dessus. Limiter la transfusion sanguine péripartum, ça a des enjeux particulièrement importants chez la femme enceinte pour limiter les phénomènes d'alloimmunisation et également du fait de tolérance modérée au remplissage vasculaire qu'on retrouve chez les femmes enceintes, surtout si elles ont des pathologies type prééclampsie. Et puis optimiser la réhabilitation postpartum, parce que notre objectif, c'est que la femme puisse s'occuper de son bébé. Et donc, il y a aussi un lien assez fort, on verra, entre anémie et dépression maternelle. Alors bien sûr, on va mettre en place des stratégies d'optimisation donc de la gestion du capital sanguin en péripartum dans un contexte particulier qui est la circonstance de l'hémorragie du postpartum. L'hémorragie du postpartum, je ne vais pas refaire toute l'historique de la mortalité maternelle liée à l'hémorragie, elle est en forte baisse en France, ce n'est plus la première cause de mortalité. Ça reste quand même une complication très fréquente, entre 10 et 12% des accouchements, et ça représente la 4e cause de mortalité maternelle dans le dernier rapport de mortalité pour la période 2016-2018. Si on y associe l'embolie amniotique, qui est la 3e cause de mortalité, eh bien, finalement, ces processus hémorragiques, finalement, quelle que soit leur étiologie, représentent la première cause de mortalité maternelle en France. Donc c'est loin d'être négligeable. Cette hémorragie elle survient sur une population qui n'est pas totalement optimisée sur le plan donc, du capital sanguin, puisque vous voyez que dans cette série publiée, réalisée dans la région parisienne, eh bien, sur près de plus de 3000 femmes, on avait quand même 16% des patientes qui présentaient une anémie, donc un taux d'hémoglobine inférieur à 11 grammes par décilitre avant d'aller accoucher. Donc c'était quand même pas extrêmement brillant, et on ne fait pas mieux à la HFME, donc là où je travaille, je vais en reparler après. Le problème, c'est que cette anémie, elle a des répercussions importantes, l'anémie anténatale, puisqu'elle est notamment, et ce que montre également cette série, est associée de manière indépendante à un risque majoré d'hémorragie sévère du postpartum. Donc l'anémie, non seulement ça augmente le risque transfusionnel, mais ça augmente également le risque de survenue d'hémorragie sévère du postpartum. Ça augmente en fait la morbidité maternelle sévère également, donc, et notamment les troubles psychiatriques, les pathologies atteintes hépatiques ou septiques. Donc l'anémie anténatale est un facteur de risque de transfusion et de morbidité maternelle sévère. Alors ces données qu'on retrouve également à l'hôpital Mère-Enfant, on a regardé, on a analysé près de 3900 hémorragies du postpartum, et on voyait que déjà 50% d'entre elles avaient un taux d'hémoglobine inférieur à 11 grammes par décilitre, donc on a une petite marge de progression. Et on retrouvait également cette association entre risque d'hémorragie sévère, donc supérieur à 1000 millilitres, qui était nettement augmenté lorsqu'elles avaient une anémie anténatale. Le problème surtout, c'est que finalement, ces anémies anténatales sont associées à un risque majoré de mortalité maternelle, ce que montrait cette étude rétrospective publiée dans le Lancet en 2018, avec une association significative entre l'anémie maternelle sévère et la mortalité maternelle. Alors la mortalité maternelle en France, elle est liée à l'hémorragie, on sait, et puis elle est maintenant la première cause sur l'année qui suit l'accouchement. Ça reste finalement, c'est devenu le suicide maternel. Donc il y a un vrai sujet également sur les troubles psychiatriques du postpartum et sur le suicide. Et la relation entre anémie maternelle et santé mentale est bien décrite depuis maintenant une vingtaine d'années, et c'est retrouvé par exemple dans cette méta-analyse assez récente, 2021, qui retrouve une association entre l'anémie et une dépression maternelle, qu'elle soit anténatale ou dans le postpartum. Également, il existe une association qui a été retrouvée entre la carence martiale, l'anémie maternelle anténatale, survenant avant 30 semaines d'aménorrhée, et des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant, avec une majoration des syndromes autistiques, des troubles de concentration et des phénomènes d'hyperactivité. Donc ça, c'est également des éléments qu'il faudra confirmer, mais il semble également y avoir un lien sur la santé néonatale.
Alors, optimiser la gestion de l'anémie maternelle, eh bien, on a finalement deux anémies. On a l'anémie gestationnelle et puis l'anémie du postpartum. Et puis, bien sûr, les deux sont très liés. L'anémie du postpartum, elle dépend de l'anémie gestationnelle, mais bien sûr, elle dépend de la survenue d'une hémorragie du postpartum, sachant que l'anémie gestationnelle elle-même favorise l'hémorragie sévère du postpartum. L'anémie gestationnelle étant dépendante de plusieurs paramètres, et puis l'hémorragie du postpartum également dépendante de facteurs de risque éventuellement d'hémorragie. Alors, l'anémie gestationnelle, je vais aller assez vite sur cette partie d'optimisation de la gestion, parce qu'elle revient finalement principalement à nos amis obstétriciens et sages-femmes. Et elle est en lien avec la carence martiale au cours de la grossesse. Au cours de la grossesse, il y a une augmentation importante des besoins en fer, qui sont très fortement augmentés parce que le fœtus consomme beaucoup, l'unité fœtoplacentaire. Et donc la principale cause, bien sûr, de l'anémie, c'est la carence martiale. Et cette carence martiale, bon, elle est définie par l'OMS. Et donc finalement, pour aller assez rapidement, les stratégies anténatales, je vais les résumer ici, se reposent sur un dépistage à réaliser en cours de grossesse. Je rappelle que l'hémogramme doit être fait au 6e mois, et pourtant tous les obstétriciens ne le font pas. Enfin, chez moi, en tout cas, ils ne le font pas tous. En cas d'anémie inférieure à 11 grammes par décilitre en anténatal, eh bien, il doit y avoir une prescription de fer péros et d'acide folique, contrôle à 1 mois, puis ensuite poursuite de traitement pendant 3 mois. En réalité, nous, anesthésistes réanimateurs, on va surtout arriver en bout de course, c'est-à-dire plutôt à la consultation d'anesthésie vers 6e, 7e mois. Et donc, on sera surtout dans ces cas de figure numéro 2, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des patientes, on va découvrir qu'il y a une anémie, éventuellement une ferritinémie totalement effondrée qui témoigne de stocks complètement épuisés en fer. Et donc, dans ces cas-là, on peut être amené, nous, anesthésistes réanimateurs, à orienter ces patientes vers un traitement par fer intraveineux. Donc, nous, typiquement, c'est ce que l'on réalise quotidiennement, enfin, pas quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine. On adresse des patientes après consultation, parce qu'on se rend compte tardivement de ces anémies, qui ne sont pas forcément très bien gérées auparavant, et elles reçoivent donc du fer intraveineux. Donc, je vous présenterai le protocole tout à l'heure. Nous, on va surtout intervenir en tant qu'anesthésiste réanimateur sur la partie plutôt péripartum et donc sur l'optimisation de la gestion de l'hémorragie du postpartum, en réalité. La première étape, finalement, si on veut faire l'optimisation de la gestion du capital sanguin, c'est d'avoir anticipé et organisé lorsqu'on peut le faire. C'est-à-dire la patiente qui présente des facteurs de risque d'hémorragie du postpartum, et notamment des facteurs de risque un peu multiples, le placenta accreta en particulier, ou alors la patiente qui a des troubles de coagulation et qui a déjà fait 2 HPP sévères. Bien probablement qu'il faut se poser la question de savoir où elle va accoucher. Est-ce qu'elle peut accoucher dans un centre où il n'y a pas forcément un labo sur place, il n'y a pas d'embolisation, il n'y a pas de moyens humains, ou est-ce qu'il faut au contraire un centre qui a l'ensemble des équipes qui permettront de la prendre en charge dans les meilleures conditions de sécurité. Donc la première étape, c'est déjà orienter convenablement ces patientes. Et puis s'intéresser également à l'organisation de l'accès aux produits sanguins labiles. Donc toute maternité doit avoir un circuit de dispensation de produits sanguins labiles, mais on sait également que ça varie, que la réalité c'est qu'on peut avoir comme une dispensation qui se fait en quelques minutes dans certains centres et parfois en 1h30 dans d'autres centres. Donc c'est aussi des enjeux importants à maîtriser au préalable. La stratégie péripartum, ensuite, en elle-même, elle va reposer sur 3 piliers. D'une part, réduire les pertes hémorragiques, on va optimiser le traitement de la coagulopathie. On va voir comment on peut essayer, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de récupération du sang épanché. Et puis, finalement, la transfusion péripartum qu'on cherche à éviter, finalement, et qu'on fera dans certains cas. Donc, réduire les pertes hémorragiques par une gestion optimisée de la coagulopathie. Je renvoie aux recommandations de l'ASPAR et du CNGOF 2014, aux recommandations de l'ANATA qui ont bien décrit ces éléments d'optimisation, sur lesquels je vais aller assez vite pour insister sur un point plus important. Bien sûr, le premier point, c'est la relation. On sait que le fibrinogène, c'est vraiment l'élément central de la coagulopathie maternelle. Et donc, je ne vais pas refaire toute la littérature là-dessus, mais l'objectif, lorsqu'on prend en charge une hémorragie du postpartum, c'est de maintenir donc, une fibrinogénémie supérieure à 2 grammes par litre, et non pas 1,5, mais bien 2 grammes par litre chez la femme enceinte, en cas d'HPP, pour éviter l'évolution vers une hémorragie sévère du postpartum. Le corollaire, limiter l'hyperfibrinolyse. Maintenant, l'étude Bouman et d'autres études qui ont bien montré l'intérêt de l'acide tranexamique pour limiter l'hyperfibrinolyse et dans l'étude Bouman pour réduire la mortalité maternelle liée au saignement. Donc il y a un bénéfice de l'administration précoce d'acide tranexamique. Est-ce qu'il y a un bénéfice? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire de l'acide tranexamique en prévention d'une hémorragie, en prévention d'une hémorragie sévère du postpartum? La réponse pour l'instant est plutôt non. On ne sait pas trop. Alors il y a une méta-analyse récente sortie en 2024 qui tend à montrer malgré tout une réduction des pertes sanguines, réduction du volume sanguin hémorragique, mais pour l'instant la place reste à préciser et peut-être qu'il faudrait la limiter à certaines situations à haut risque ou dans des circonstances particulières.
L'autre élément clé qu'on va déployer dans notre arsenal pour traiter la coagulopathie, alors bien sûr tout ça c'est en parallèle, je l'avais mis au début, mais en parallèle de toutes les mesures obstétricales, qui bien sûr doivent être menées en parallèle, mais je ne vais pas en parler ici. Le plasma frais congelé, lui, il apporte plein d'éléments intéressants pour maîtriser, pour contrôler cette coagulopathie, le facteur 5 de l'antiplasmine, de l'antithrombine, dont on sait qu'il y a des pics au cours de la coagulopathie obstétricale, et puis un peu de fibrinogène, mais pas de manière très importante. Donc il y a un intérêt de transfusion. Ce que l'on sait, c'est qu'il ne faut pas faire le PFC trop précocement, en tout cas de manière trop systématique. Vous voyez cette étude rétrospective qui montrait pas de bénéfice de l'apport précoce de PFC dans des hémorragies, on va dire, sévères, parce qu'en fait, ce qui va être déterminant, c'est surtout la sévérité et la présence ou non d'une coagulopathie. Donc les indications du PFC, je reviens rapidement là-dessus, les recommandations d'ANATA, effectivement, lorsqu'on a une suspicion de coagulopathie qui est documentée biologiquement, ou lorsqu'on a une hémorragie massive, ou lorsqu'on transfuse à plus de 4 CGR, ou lorsqu'on a effectivement, dans le cadre d'un protocole de transfusion massive. Un point important, c'est peut-être le problème d'accès rapide au PFC dont je parlais tout à l'heure. Et maintenant se développe, alors on a les Plio qui existent depuis quelques années, et maintenant on a également l'Octaplace LG, qui est un médicament. Donc l'avantage, c'est que c'est un médicament qu'on peut avoir à disposition dans la pharmacie, dans la maternité, pour administrer un PFC extrêmement rapidement. Donc sans doute qu'il y a un sujet important pour les centres qui n'ont pas un accès très rapide au PFC, pour optimiser leur prise en charge dans le cadre de protocoles de transfusion massive, en cas de situation très critique, et éviter donc de laisser une coagulopathie s'aggraver, faute d'avoir des PFC suffisamment rapidement. Donc je renvoie aux recommandations de l'ASPAR sur l'administration du Plio. Il n'y a pas d'études en obstétrique, donc ça repose surtout sur des raisons logistiques, mais en tout cas sur ce qui est, non pas le Plio, mais vraiment l'Octaplace, donc qui est un médicament, mais qui donne un PFC reconstitué, peut avoir une place très intéressante en fonction de leurs organisations locales, finalement. Un point sur lequel je voulais un petit peu insister, c'est sur l'intérêt, finalement, on a toutes ces mesures qu'on connaît, fibrinogène, PFC, c'est l'intérêt de protocoles, finalement, de protocoles de gestion de la coagulopathie qui peuvent être notamment guidés par des tests viscoélastiques. Alors, ce sont souvent des protocoles sous forme de bundle of care, vraiment de l'ensemble de soins, tel qu'elle avait décrit l'équipe galloise de Collins dans l'étude OBS2. Et vous voyez que bon, je ne vais pas tout décrire le protocole, mais il y a un appui donc, sur le ROTEM. Alors, c'est des équipes où ils n'avaient pas accès au concentré de fibrinogène, en fait, en mode normal. Et donc, ils ont développé un protocole où ils ont un accès au concentré de fibrinogène, mais guidé par ROTEM. Et en fait, ils observent une diminution très significative de la consommation, de l'administration de CGR, de la transfusion de PFC. Et donc, finalement, l'association d'évaluation plus précise du risque hémorragique, du travail en équipe, du ROTEM, permet d'éviter de glisser finalement vers une HPP sévère. Ici, le protocole que nous avons mis en place à l'hôpital Mère-Enfant, dans un contexte différent, nous sommes en France, donc on avait largement accès au fibrinogène, au concentré de fibrinogène librement, alors on le faisait très largement en cas d'hémorragie, puis on a mis en place ce protocole guidé par ROTEM, parce qu'on a enfin eu accès au ROTEM, et on a essayé d'évaluer un petit peu son efficacité, ce qu'il entraînait. Donc on a analysé près de 3900 HPP en 8 ans, et on observe une diminution significative donc de l'administration de CGR, et ça ce sont des analyses ajustées. Donc on a ajusté parce que bien sûr entre 2016 et 2023 on a fait plus d'acétranexamique, on a augmenté le ballon de Bakri, il y avait plein de mesures qui se sont associées, mais en tout cas de manière indépendante, le fait d'avoir mis en place un protocole guidé par le ROTEM de la gestion de l'hémorragie sévère permet de réduire très significativement l'administration de CGR en lien avec une diminution de l'administration de fibrinogène, de PFC, de concentré plaquettaire. Donc on répond bien à ces critères, ces objectifs de moins transfuser ces patientes et donc d'éviter une surcharge vasculaire qu'elles tolèrent assez mal. Et vous voyez que finalement, pour donner des chiffres plus concrets que ces autres ratios ajustés, chiffres plus concrets, vous voyez, sur la dernière période, donc après le protocole, 7,7% des patientes qui avaient une HPP avaient reçu des CGR, contre 14%, donc on a divisé par 2 l'administration de CGR chez ces patients. Donc des mesures très efficaces. Donc finalement, la gestion optimisée de la coagulopathie est un élément central. Elle repose sur plusieurs piliers que je ne vais pas redécrire, donc au-delà du fibrinogène et du PFC, mais également l'intérêt de tests viscoélastiques pour la guider, et peut-être des tests plus rapides type QLAPS par exemple. Le traitement obstétrical bien sûr est fondamental, et puis un travail d'équipe qui est essentiel. Quid de la récupération du sang épanché pour limiter la transfusion maternelle?
La récupération de sang épanché, bon, c'est bien décrit en chirurgie. En obstétrique, cette étude-là, qui date maintenant de quelques années, s'était intéressée aux États-Unis avec une pratique assez libre. Hein, vous faites que vous voulez pour utiliser ou non le cell saver. Et bien, ils retrouvaient finalement des restitutions qui n'étaient pas si fréquentes que ça, 21% des patientes, et surtout pas très abondantes. La plupart recevaient l'équivalent d'une poche, ce qui ne semble pas extrêmement intéressant. Ce qui est plus intéressant dans cette étude-là, finalement, c'est de voir qu'on peut stratifier, on peut distinguer deux groupes de patientes, celles qui ont un faible risque hémorragique, et pour lesquelles la restitution sera très faible, et puis celles qui ont une hémorragie active ou un risque hémorragique élevé et qui auront un taux de restitution bien plus important, supérieur à 50%. Ce que confirme l'étude Salvo, qui est la plus grosse étude réalisée en obstétrique pour l'utilisation du cell saver en obstétrique, et qui retrouve finalement chez près de 3000 femmes qui avaient une césarienne. Alors les césariennes à risque étaient définies très simplement comme toute césarienne, sauf confort, c'est-à-dire confort de la patiente ou indication pour siège. Donc tout le reste était des césariennes à risque, donc c'était assez large comme indication. Et ils retrouvaient 50% de restitution dans le groupe cell saver, donc une fois sur deux, ils restituaient le sang qu'ils avaient recueilli. Mais, bon, mauvaise nouvelle, pas de différence sur le recours à la transfusion hétérologue, il n'y avait pas de différence significative. Le résultat principal que je retiens dans l'étude Salvo, il est surtout dans le fait qu'il n'y a eu aucun cas d'embolie amniotique, c'est une inquiétude récurrente dans l'utilisation de ces dispositifs. Chez près de 3000 patientes, il n'y a pas un seul cas d'embolie amniotique. Par contre, il faut rester vigilant sur le passage de sang fœtal Rhésus plus chez des mères qui sont Rhésus moins, et donc bien penser à la prophylaxie anti-D dans ces situations-là. Donc c'est surtout le message que je trouve intéressant. Et puis cette méta-analyse beaucoup plus récente, qui inclut notamment l'étude Salvo, de 24 études sur près de 6000 patients, qui retrouve deux résultats intéressants à mon sens. Un taux d'hémoglobine qui est plus important, significativement plus élevé chez les patientes qui ont bénéficié du cell saver, des patientes qui ont toutes des césariennes à haut risque hémorragique, et également des résultats en faveur d'une réduction de la durée d'hospitalisation. Et également moins d'effets secondaires liés à la transfusion chez les patientes qui ont bénéficié du cell saver. Alors, sur le plan médico-économique, je vais aller assez rapidement, mais ça conforte un peu ce qu'on retrouve. Le cell saver semble être intéressant à réserver dans les situations à haut risque hémorragique et pas pour toute césarienne tout venant. Les recommandations actuelles, finalement, reviennent un peu là-dessus en disant le cell saver doit être envisagé dans les césariennes à haut risque hémorragique. Alors, le débat sur filtre à déleucocité ou pas, on pourra revenir dans les questions. Globalement, il ne semble pas qu'il y ait un intérêt très important de ce filtre à déleucocité et même plutôt des effets secondaires associés à son usage. Et puis également le débat sur les doubles aspirations, est-ce qu'il faut 2 aspirations ou pas pour l'embolie amniotique? La réponse est non. Très clairement, il y a beaucoup d'études là-dessus. On peut utiliser la même aspiration pour tout et il n'y aura pas de risque majoré d'embolie amniotique. Est-ce qu'on peut utiliser le cell saver pour accouchement voix basse? C'est une question un petit peu plus intéressante. Il y a quelques séries qui sortent, il n'y a pas de grosses études là-dessus, mais pas mal de séries de cas finalement qui retrouvent toujours le risque là. Il est d'une part effectivement le risque d'embolie amniotique éventuellement, mais surtout le risque infectieux, parce que là il s'agit d'aller aspirer directement dans le cône, dans le sac de recueil de l'hémorragie et se dire est-ce que c'est pas un peu sale tout ça quoi. Et finalement il n'y a pas d'accidents qui sont décrits. Il y a pas mal de séries qui ont été réalisées sur plusieurs dizaines de patientes. Donc ça semble une technique qui semble assez sûre et efficace. Il faudra l'évaluer de manière un peu plus précise, mais c'est peut-être quelque chose également qu'on pourra développer. Alors après, dans le contexte de voix basse, en box, il faut voir un petit peu comment en pratique on peut le mettre en place. Donc une fois qu'on a optimisé tout ça, est-ce qu'il faut vraiment arriver à la transfusion du péripartum quand transfuser des CGR? Le moins possible, on l'a vu. Et le moins possible, vous voyez que lorsqu'on va distinguer plusieurs cas de figure, et finalement le cas qui nous intéresse ici, c'est vraiment le cas de l'hémorragie qui a été sévère mais qui est contrôlée. On va exclure d'emblée l'hémorragie qui est sévère incontrôlée, qui est un cas très différent. Mais dans l'hémorragie sévère contrôlée, dont elle a signé 1000, 1200, 1300, puis finalement on a réussi à trouver une petite solution, vous voyez que dans cette étude-là, finalement, la stratégie libérale ou restrictive ne semble pas avoir de différences significatives sur la fatigue maternelle, qui est un point très important, puisque nous, on veut que la patiente puisse se lever, s'occuper de son enfant et partir rapidement de la maternité. Donc dans cette série-là, ils retrouvaient des résultats qui étaient plutôt en faveur, finalement, d'une stratégie restrictive après hémorragie sévère. Les recommandations de la NATA, finalement, reprennent un peu ces notions-là. En cas d'hémorragie modérée ou sévère mais contrôlée, ils retiennent un seuil transfusionnel à 7 grammes par décilitre. On ne transfuse pas au-dessus de 7 grammes par décilitre, sauf s'il y a des symptômes de mauvaise tolérance liés à l'anémie. À bien distinguer du cas d'hémorragie massive, où là, on va partir dans le protocole de transfusion massive et une prescription, un apport plus systématique. Ce que je résumerais plutôt, finalement, moi je distingue même qu'il y a 3 cas de figure. Il y a l'hémorragie vraiment modérée contrôlée, l'hémorragie sévère contrôlée, où là, on va être un peu plus systématique
parce que parfois, quand on est à 1200, 1300 et que l'obstétricien a du mal à trouver la solution, on peut être amené à faire des CGR et ce n'est pas forcément une mauvaise pratique. Et puis par contre, l'hémorragie massive, où là, on va rentrer dans le cadre du protocole de transfusion massive. Et tout ça, finalement, va dépendre aussi de combien on part en termes d'hémoglobine, l'évolution clinique, la cinétique de l'HPP sont des paramètres importants à prendre en compte et sont souvent difficiles à décrire dans la littérature. Souvent, on raisonne en seuil dans les publications scientifiques, mais dans la vraie vie clinique, on raisonne surtout finalement en cinétique. On peut être plus inquiet pour une hémorragie à 800 ml si on est passé de 500 à 800 en 2 minutes que pour une hémorragie à 1200 si on avait 1h30 arrivé à 1200 ml. Les recommandations de l'HAS finalement sont un peu les mêmes que celles des recommandations de l'ANATA. Ils distinguent deux cas de figure. Signe clinique de gravité, on transfuse. Pas de signe clinique de gravité, hémorragie sévère contrôlée. Tant qu'on est supérieur à 7 grammes par décilitre, globalement, on ne transfuse pas et on fera un apport de fer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose en péripartum? Est-ce qu'il y a une autre mesure? J'aime bien citer ces deux articles. L'article des travaux de Jean Guglielminetti aux États-Unis, qui avait montré une association significative entre la pose de péridurale et la réduction du risque transfusionnel. Donc au cours du travail, lors de césarienne en cours de travail, et surtout lors de césarienne, et puis également lors d'accouchement voix basse. Et ce travail faisait un écho avec un autre travail de la même équipe qui montrait une association entre la péridurale et la réduction du risque de morbidité maternelle sévère, essentiellement en lien avec une réduction du risque de survenue d'hémorragie du postpartum. Alors, est-ce qu'il y a un effet direct de l'analgésie péridurale sur le risque hémorragique? Ce n'est pas tout à fait certain. Par contre, la péridurale permet de mieux gérer des situations obstétricales aiguës, la ARU qui peut se faire plus rapidement, la césarienne plus rapide. Donc on va optimiser la gestion, on va réduire le risque d'anesthésie générale dont on sait qu'elle est associée par contre à une majoration du risque d'hémorragie. Et surtout, c'est témoin d'une présence finalement, alors j'ai marqué présence médicale AR en salle de naissance, je voulais surtout dire plutôt témoin d'une surveillance apportée par l'anesthésiste réanimateur en salle de naissance de ces patientes qui bénéficient d'une péridurale aux États-Unis. Et donc cette surveillance associée de l'anesthésiste réanimateur en plus de l'équipe obstétricale semble avoir également un bénéfice. Et donc c'est un plaidoyer bien sûr pour avoir une reconnaissance plus importante du rôle des anesthésistes réanimateurs dans le secteur de la périnatalité. En postpartum, deux questions, la transfusion et la supplémentation en fer. La transfusion, on revient à la question précédente. Donc après une hémorragie, voilà. Donc si on est inférieur à 7 grammes par décilitre et qu'elle tolère mal, on a le temps d'évaluer, le temps de réfléchir. Au-delà de 7 grammes par décilitre, globalement, il n'y a pas d'indication de transfusion. Alors c'est des questions, je pense que tous ceux qui font de l'obstétrique connaissent parfaitement ces questions qui sont sans arrêt posées par les sages-femmes. Et donc c'est des débats éternels dans les services sur il faut transfuser, pas transfuser. Et puis la supplémentation martiale en postpartum, également, c'est bien tranché entre savoir qu'effectivement, lorsque on a une anémie en postpartum qu'il faut rechercher, eh bien, il est utile de faire un apport de fer pour traiter cette anémie parce qu'elle est associée donc, à un risque majoré de dépression maternelle du postpartum. Alors fer IV, fer Péros, je vais aller assez vite là-dessus. On sait que le Péros, ça sera moins bien toléré que le fer intraveineux qui donne plus des phénomènes de flushing. Et puis le fer intraveineux, on sait qu'il aura une efficacité plus importante. En tout cas, il sera plus rapidement efficace que le fer Péros, notamment dans cette étude-là sur près de 500 femmes qui avaient présenté, donc 200 femmes, pardon, qui avaient présenté donc, une hémorragie relativement sévère avec effectivement moins de fatigue physique, moins de fatigue générale et moins de dépression également du postpartum dans cette série-là. Également un lien avec l'allaitement plus prolongé, donc c'est très intéressant. Et donc finalement, les recommandations de l'HAS, le point important, c'est qu'il faut la rechercher, cette anémie du postpartum. C'est pas forcément nous qui allons le faire, mais en tout cas, il faut la rechercher et il faut la traiter. Donc un exemple de protocole de service, il n'est pas très joli comme ça, mais en vrai, il est plutôt sympa. Donc c'est le protocole qu'on a mis en place à l'hôpital Mère-Enfant. Et donc on décline, vous voyez, les différentes étapes. Donc nous, on intervient au 7e mois. C'est-à-dire qu'avant, il faudrait que les obstétriciens et sages-femmes fassent leur rôle de surveillance et d'optimisation, ce qui n'est malheureusement pas toujours fait. Mais en tout cas, nous, en consultation d'anesthésie, on ne doit pas s'en désintéresser et on doit se saisir de cette question-là en consultation d'anesthésie, rechercher cette anémie et éventuellement donc, le traiter. Donc nous, on a un protocole très simple où les patientes sont adressées en hôpital de jour pour recevoir du fer intraveineux dans la journée ou très rapidement. Et comme ça, on peut gérer beaucoup de situations et on va essayer de voir justement si on a amélioré notre épidémiologie en termes d'anémie anténatale. On n'était pas extrêmement bon. Avant l'accouchement, définir dans quelle situation on va transfuser les patientes. Pendant l'accouchement, voilà, l'HPP contrôlé ou l'HPP non contrôlé. Et après l'accouchement, ça c'est plus pour traiter les débats avec les sages-femmes, savoir si on transfuse ou pas à J0. Et ensuite, donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on fera à J1? La recherche systématique d'anémie à J1 et éventuellement donc, le fer IV ou le fer Péros si besoin.
Voilà, donc en conclusion, l'optimisation c'est vraiment très multimodal en obstétrique, ça agit dans le temps, anténatal, péripartum, postnatal, avec également une action qui est obstétricale, anesthésique. La correction de l'anémie anténatale, c'est ce que je rappelle sans arrêt aux obstétriciens et sages-femmes, si vous ne voulez pas avoir ces discussions sur la transfusion en postpartum, commencez déjà par corriger en anténatal et on va avoir beaucoup moins d'HPP et beaucoup moins de transfusion, donc on va avoir beaucoup moins de discussions compliquées. Donc la première mesure, c'est déjà de corriger l'anémie anténatale, c'est très important. Anticiper le risque d'HPP lorsqu'on peut, et donc orienter la patiente qui serait à haut risque vers une structure adaptée. Je pense au placenta accreta, par exemple. Optimiser la gestion de la coagulopathie, et puis faire des protocoles de récupération du sang épanché, éventuellement jusqu'à réfléchir à la récupération lors d'accouchement par voie basse. Transfuser, donc la transfusion, voilà, avoir un protocole de transfusion en cas d'HPP contrôlé, ne pas transfuser à tout va parce qu'on a ce risque d'alloimmunisation en particulier, et puis avoir un protocole de supplémentation martiale en postpartum pour que la patiente puisse sortir de la maternité dans les meilleures conditions possibles et contribuer à réduire donc, le risque d'impact psychiatrique notamment, donc en lien avec l'anémie postnatale. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous invite au congrès du Carreau à Darpef qui aura lieu à Lyon en mai 2025.